bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture. D'habitude mes vidéos se suivent sans lien particulier. Or cette fois-ci, les avis de Frank Fenner sur la fin de la civilisation et de l'humanité telle qu'on la connaît d'ici un siècle, ça vous a pas mal fait cogiter, jeunes mammifères insouciants que vous êtes. Et bien qu'étant un inculte de la pire espèce en termes de biologie, biologie, t'as compris, c'est le LOL, je me suis dit qu'il serait bon de rassurer les plus pétochards d'entre vous en vous montrant que la fin de l'humanité implique également la fin de ce que l'humanité a fait de pire. En fait, c'est des conneries, je voulais juste parler de tueurs en série parce que je trouve les tueurs en série fascinants. Et faites pas les innocents, on les trouve tous fascinants. Et qu'à voir les films et les romans qui les placent sur un piédestal. C'est un vilain psychopathe, vilain psychopathe. Mais contrairement aux ogres, aux trolls, aux chimères, dragons et autres gros nuls, les tueurs sont des monstres qui existent dans la vraie vie, sans doute en partie pour ça qu'ils fascinent. Et nous allons parler de 20 d'entre eux et pas seulement des tueurs en série. Pour les plus sensibles, je tiens à vous rassurer, j'essaierai de donner le minimum de détails sur les atrocités commises par ces personnes. Et d'ailleurs, je les ai classés dans un ordre purement subjectif, à savoir croissant vers l'horreur. Donc le premier est light, pour un tueur qui tue des gens. Beaucoup de gens. Vraiment beaucoup, en fait. Numéro 1, le Cleveland Torso Murderer, que je traduirai par le tueur au tronc de Cleveland. Et soyons clairs, par tronc, je ne parle pas de tronc d'arbre, ni de tronçon de bois, ni de ce film. Je parle de ce genre de tronc. Le tueur au tronc n'est pas tant connu pour ce qu'il a fait, à savoir 17 morts dont la plupart n'ont pas pu être identifiés parce que, hein, c'est pas évident, mais par ce qu'il a fait faire, à savoir décrédibiliser totalement Elliot Ness. Elliot Ness n'est pas un hybride entre Elliot et Ness. Tuez-moi! C'est un agent du trésor américain dont le job était de faire respecter la prohibition, c'est-à-dire l'interdiction de la vente et de la production d'alcool, à Chicago dans les années 20. Il est surtout connu pour avoir été à la tête d'un groupe d'agents appelé les Incorruptibles, dont la vie a été moult fois adaptée en œuvre de fiction et dont la cible principale était Al Capone, parrain de la mafia de Chicago. Promu à Cleveland, Elliot Ness jouissait d'une excellente réputation jusqu'à ce que le tueur au tronc lui échappe. Les tracks ont même occasionné des incendies à Kingsbury Run, là où avaient lieu les tueries. Elliot Ness dit avoir résolu le cas, et donne au tueur le pseudonyme de Sondheim, un étudiant en médecine gay qui se serait volontairement interné en asile psychiatrique pour échapper à la condamnation. Ouais, alors ça c'est ce que je vois de mon PC, et à mon avis, Elliot Ness a dû résoudre le cas comme ça. Alors oui, il était asthmatique, il avait les yeux verts, il a tué des gens parce qu'il avait de gros problèmes de dette et qu'il voulait faire régner la justice à sa façon, il était sûrement professeur, il aimait beaucoup manger, il adorait les films et les séries de science-fiction. Et son bureau est dans un bordel! Bref, le Cleveland Torso Murderer n'a sans doute jamais été arrêté. D'autres n'ont pas eu autant de chance, comme notre numéro 2, Yang Zinai, qui, comme son nom l'indique, n'est pas suédois. Yang Zinai était un vagabond qui parcourait la Chine et allait de village en bicyclette pour tuer des gens. Il s'introduisait dans leur domicile et tuait parfois des familles entières. Combien, me direz-vous? Oh, suffisamment. Combien précisément? Oh, moins de 100 déjà. Et ça veut dire que c'est quelqu'un qui a du cœur. 67. Oui, même à l'échelle des tueurs en série, c'est énorme. Généralement, les tueurs en série font entre 2 et 10 victimes. Et puis, ils se font arrêter, et dépendant le pays où ils opèrent, on les enferme pour qu'ils se fassent sodomiser. Si toi aussi tu as une vision spéciale du système carcéral, n'hésite pas à en parler au 08 08 08 08 08 ou dans les commentaires. Ou on les exécute. Et là, pléthore de choix s'offre aux pays concernés. La chaise électrique, l'injection létale, la pendaison, le crucifiement, la décapitation, la lapidation, le peloton d'exécution, la balle dans la nuque, bref, les tueurs en série sont de tels sauvages. Oui, je suis contre la peine de mort. Évidemment, si quelqu'un tue un de mes frères ou un de mes parents, je voudrais le torturer et le voir pleurer sa mère, mais je ne veux pas vivre dans un monde où l'État m'y aiderait. Numéro 3, un cas un peu spécial que celui de Charles Manson, puisqu'il n'a tué personne. C'est plus une ordure que ça. Il était à la tête d'une communauté qui s'appelait la famille. La famille est un gros pipi, ce qui tombe bien puisque Manson est un gros caca. Les femmes de la famille étaient les esclaves sexuels des hommes, et le charisme de Manson seul a permis à plusieurs personnes de générer ce délire. La famille a même tenté d'assassiner le président Gerald Ford. Et Charles Manson est un excellent argument pour la peine de mort. Ce type est à l'origine de meurtres ignobles, notamment de l'actrice Sharon Tate, épouse de Roman Polanski, enceinte de 8 mois, et en novembre dernier, Charles Manson a reçu la permission de se marier. Alors autant je refuse catégoriquement l'idée que l'État exécute des gens, autant l'idée que ce type soit heureux me dégoûte. Charles Manson voyait des messages prophétiques dans les chansons de l'album blanc des Beatles, comme quoi une guerre raciale allait éclater, que les Noirs gagneraient, mais que, comme il n'allait pas pouvoir gérer le pouvoir, il viendrait faire appel à Manson pour gouverner le monde. Et en prison, il s'est fait tatouer une croix gammée sur le front. Logique, 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 tueur en série. Ah, logique, 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 tueur en série. Ah, logique, 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 logique. Non, c'est la drogue, drogue, drogue. Non, c'est la drogue.
drogue. C'est la logique, 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 tueur en série. Ah, logique, logique. Numéro 4, Gary Ridgway. Beaucoup de tueurs en série ont des mobiles. Lui, il voulait pas payer sa pute. Non, sérieusement, il a reconnu 72 meurtres, la plupart étaient des prostituées. Il s'est débarrassé d'un certain nombre de corps en les lançant dans la Green River, ce qui lui a valu le surnom de tueur de la Green River. J'aime bien l'idée que les médias donnent un surnom aux tueurs en série, genre Xenai était surnommé le Monster Killer, ça introduit une distance entre eux, et le reste des gens, ça leur donne une dimension légendaire, genre « Je vais vous raconter l'histoire horrible du tueur de la Green River ». C'est malin parce que ça les éloigne du commun des mortels et en plus ça les grandit, ce sont pas juste des enfoirés ravagés du bulbe, ce sont des monstres parmi les hommes. Sauf que factuellement ce sont juste des enfoirés ravagés du bulbe. Le surnom de Gary Ridgway est même assez bien trouvé, le fait que la Green River ait les mêmes initiales que lui donne à sa boucherie une tournure presque poétique. Et parlant de poétique, abordons le sujet du serial killer le plus connu de l'histoire, numéro 5, Jack l'Éventreur. Alors il y a quelques années, j'ai réalisé toute une vidéo sur l'affaire de Jack l'Éventreur, mais je vais revenir dessus très vite. En 1888, à Whitechapel, le quartier le plus malfamé de l'East End de Londres, en l'espace de quelques mois, 5 prostituées sont retrouvées mortes la gorge tranchée et la plupart éviscérées. Les journaux de l'époque attribuent ces crimes à un certain Jack l'Éventreur et la police et les médias reçoivent des lettres signées de ce pseudonyme. Alors, soyons très clairs, à moins d'un miracle, qu'un dossier ne soit retrouvé perdu dans les méandres des caves de Scotland Yard ou qu'on invente une machine à remonter le temps, personne ne pourra prétendre savoir à coup sûr qui est l'Éventreur. D'ailleurs, parlant de voyage dans le temps, je caressais l'espoir qu'un épisode de Doctor Who, ma série préférée, soit centré sur les crimes de Whitechapel. Mais Steven Moffat, le scénariste que les fans de la série adorent détester, s'en est occupé. Jack the Ripper has claimed his last victim. How did you find him? Stringy, but tasty all the same. Voilà, ça c'est voilà, et voilà. Mais en fait, on parle d'une période et d'un quartier où la violence et les meurtres étaient fréquents. On reconnaît 5 victimes à l'Éventreur, mais d'autres sources lui en accordent 11, voire davantage. On parle même de victimes canoniques, c'est-à-dire que les rapports se sont mis d'accord de façon totalement arbitraire sur ce fait. Mais rien ne permet d'affirmer avec certitude que ces 5 demoiselles ont été tuées par la même personne. Et même si c'était le cas, c'était il y a 125 ans dans un quartier pourri et ça a duré une douzaine de semaines. Pourquoi est-ce qu'on en parle encore? Eh bien parce que l'hypothèse la plus vraisemblable est que Jack l'Éventreur n'a jamais été qu'une légende. Il n'a jamais existé. C'est un énorme coup marketing que je n'hésite pas à qualifier de brillant. Il y a encore quelques mois, un gars a sorti un bouquin où il disait avoir des preuves ADN que l'Éventreur était Aaron Kosminski, un des innombrables suspects de l'affaire. Évidemment, son bouquin s'est fait démonter pièce par pièce dans le mois qui a suivi, mais son bouquin s'est vendu. Des dizaines de personnes sont venues me voir pour me dire « Hey, ton point culture n'a plus d'actualité, on sait qui est Jack l'Éventreur maintenant ». Ça fait 125 ans et on continue de courir après un fantôme qui n'a sans doute jamais existé. Brillant. C'est depuis ça qu'on donne des surnoms aux tueurs. Mais le tueur de la Green River n'est jamais que Gary Ridgway, un pauvre gars avec des faux airs de Gary Oldman qui voulait dominer des femmes parce que sa mère l'humiliait. Jack l'Éventreur, lui, on ne saura jamais qui c'est. D'ailleurs, ce sera sûrement aussi le cas de notre numéro 14, mais chaque chose en son temps. Numéro 6, alors lui, il a choisi son pseudo tout seul comme un grand malade, BTK, qui ne veut pas dire bien trop kawaii. Non, BTK signifie Bind, Torture, Kill. Traduisez attaché, torturé, tué. Je suis la douceur. Son histoire est surréaliste. Il a fait 10 victimes, toutes à Wichita dans le Kansas. Les 7 premières ont eu lieu dans les années 70, période pendant laquelle il nargue la police en leur envoyant des lettres signées BTK avec des photos et des effets personnels des victimes, et en se foutant de leur gueule parce qu'ils ne l'attrapent pas, puis 2 victimes dans les années 80 et une dernière en 91. Son intérêt s'estompe puisque la police ne le retrouve pas, d'ailleurs il intègre lui-même la police, ce qui est marrant. Et puis en 2004, un article parle de lui, sale requin, qui renvoie des lettres à la police et aux médias, et ces informations, une disquette notamment, finissent par mener la police jusqu'à lui, 30 ans plus tard. Je sais pas si vous vous figurez ce que ça représente. Un gamin a perdu sa mère à 8 ans et il est confronté à son tueur 28 ans plus tard à 36 ans. Il devait penser qu'on le retrouverait jamais. Je peux même pas me figurer ce que c'est, j'ai même pas 28 ans. Ça impliquerait qu'on ait tué ma mère 2 ans avant ma naissance, c'est pas évident. Ah oui, et BTK était aussi du genre à porter les sous-vêtements de ses victimes. Kawaii. Numéro 7. Herman Webster Mudgett, qu'on connaît mieux sous son pseudonyme de Henry Howard Holmes ou Dr. Holmes, celui qu'on qualifie de premier tueur en série américain. Il s'est fait construire un bâtiment à 3 étages qui servit d'hôtel durant l'exposition universelle de Chicago en 1893. C'est là qu'il tua entre 9 et 200 employés. Oui, entre 9 et 200, c'est un peu vaste, c'est-à-dire qu'il y a 9 meurtres sûrs, que lui en a avoué une trentaine, mais c'était un escroc de profession, hein. Il avait un faux diplôme de médecin, il s'est marié avec 2 femmes différentes, etc. Bref.
Et les estimations du personnel de l'hôtel vont jusqu'à 200 victimes. Donc si toi aussi tu veux éviter de te prendre la tête, adopte la fourchette de l'extrême. Combien tu as eu au devoir de maths? Entre 9 et 200, sur 20. Combien de fois tu es arrivé en retard en cours? Entre 9 et 200 fois. À quel âge est mort Jésus? Entre 9 et 200 ans. Où se trouve ce carré? Entre 9 et 2 centimes. Merci. Merci Chicago. Et juste avant de mourir, il prétendait qu'en fait, il n'en avait tué que 2. C'est pratique, hein. Les témoins disent des centaines, la police dit 9, et lui, il joue au bingo. Monsieur Webster, une dernière fois, combien de personnes avez-vous assassinées dans votre hôtel? 17. Nous avons le numéro 17, non? 17, bingo, personne. Numéro 8, nous allons parler du tueur en série le plus populaire des États-Unis, le Lady Killer, le fantasme hybristophile. Theodore Robert Bundy, ou plus simplement Ted Bundy. Élevé par sa mère, qu'il croyait être sa sœur, Bundy a tué une trentaine de femmes dans plusieurs états des États-Unis, ressemblant toutes à son premier amour. Le plus terrifiant concernant Ted Bundy, c'est que ça pourrait être n'importe qui. Il était sympa, intéressant, intelligent, il avait de l'ambition, des amis, des collègues, et la plupart des sources sur le sujet parlent d'un masque que Bundy enfilait pour cacher le monstre qu'il était réellement, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit exact. Nous avons tous des facettes différentes, on ne réagit pas de la même façon devant un enseignant, en famille, entre amis ou avec notre conjoint ou conjointe, et ceux qui affirment haut et fort le contraire sont généralement ceux qui les portent avec le plus de conviction. Il y a que les menteurs qui ont besoin de répéter encore et encore qu'ils sont honnêtes. La preuve, ce qui revient très souvent dans les descriptions que les proches de Ted Bundy faisaient de lui, au-delà de sa sympathie et de son assurance, c'était son honnêteté. Je pense que nous avons tous plusieurs visages et que chez Bundy, le monstre sanguinaire était un de ces visages. Donc si un tueur en série peut ressembler à ça, il peut très bien ressembler à ça. Plectrum, pourquoi cette photo? Putain, tu refous. Numéro 9, Ed Kemper. En voilà un autre qui payait pas de mine, qui buvait des coups avec la police de Santa Cruz. Sa mère était une grosse connasse. C'est le terme scientifique. En fait, si on regarde le plus précisément le terme du rapport psychologique, alors sa mère est une grosse connasse de merde. Du genre à lui hurler dessus tout le temps, à boire, à l'humilier, et quand ses parents divorcent, c'est elle qui récupère la garde des enfants. Et Ed étant le seul fils de Clarnell Kemper, sa sœur aînée lui démonte la gueule aussi, s'amuse à le noyer, bref, Edmund grandit dans un genre de paradis du trauma. Il s'enfuit pour retourner chez son père qui a refait sa vie, et il le renvoie chez sa mère donc, qui n'en veut pas non plus, et qui l'envoie donc chez ses parents, à elle. Sauf que papy est sénile, et mamie est comme maman. Alors il la tue. Et il le tue aussi pour qu'il n'ait pas à affronter la mort de sa femme. Puis il se rend à la police. Comme il était mineur et qu'il s'est comporté en prisonnier modèle, il en sort à 20 ans. Il a 142 QI, mesure 2,06 m et pèse 140 kg. Un Américain moyen, Ed Kemper. Il sort donc de l'hôpital psychiatrique d'Atascadero, tout guéri, bien sûr tout guéri, mais tout guéri. Et il tue des autostoppeuses pour les ramener chez lui, avoir des relations avec leurs cadavres, les démembrer et jeter leur corps. Puis il est allé tuer sa mère, la décapiter, il a violé sa tête, s'en est servi pour jeter des fléchettes, il a arraché ses cordes vocales pour les jeter dans le broyeur d'évier et a étranglé la meilleure amie de cette dernière. Guérir. Verbe transitif, débarrasser d'une maladie physique ou mentale en ramenant à la santé. Exemple, en sortant d'Atascadero, Edmund Kemper n'était pas du tout guéri. Numéro 10, Albert Fish, un sadomasochiste pervers, pédophile et cannibale. Comment développer sans être crade? Alors Fish est sans doute ce que l'humanité a fait de pire. Il a violé et tué jusqu'à 400 enfants, surtout des garçons, et il en a mangé la plupart. Il était scatophile, il s'enfonçait des aiguilles dans le périnée, il écrivait des lettres obscènes en réponse aux annonces patrimoniales, il battait les gosses pour attendrir leur chair, et à son procès, il a été déclaré saint d'esprit et donc passible de la peine de mort. Et ça lui a fait plaisir. Ce type a eu la mort qu'il voulait à 65 ans après une vie entière de boucherie. Même mieux, les aiguilles qu'il avait en lui ont créé un court-circuit qui a fait qu'il a dû recevoir 2 décharges de plus pour l'achever. Mais oui, donc, saint d'esprit. Enfin, pas psychotique. Hein. Alors, soyons un peu cliniques. Qu'est-ce qu'une psychose? Parce que ce que je viens de décrire là, c'est clairement le portrait de ce que l'on appelle familièrement un gros taré. C'est là qu'intervient la différence entre psychotique et psychopathe. Le psychotique se caractérise surtout par sa distorsion de la réalité. Il ne sait pas que ce qu'il fait est mal, alors que le psychopathe, il le sait mais il s'en fout. Il fait surtout gaffe à ne pas se faire choper. Quand le psychotique va voir un gâteau qu'il veut, il va tuer toutes les personnes entre lui et le gâteau, le voler et le manger sur place. Le psychopathe va venir plusieurs fois regarder la vitrine, il va apprendre les horaires du pâtissier, se pointer quand il n'est pas là pour voler le gâteau et tuer les éventuels témoins. Et d'après l'expertise, donc, Fish était un psychopathe. D'ailleurs, les psychotiques échappent rarement très longtemps à la police.
Jusque-là, d'ailleurs, on a surtout évoqué des psychopathes, et on va continuer. Numéro 11, on va s'éloigner un peu dans le temps. Fish a été actif au début du siècle, mais la comtesse Elisabeth Bathory, elle, a été active à la fin du siècle, à la fin du XVIe siècle. Alors, comme c'est souvent le cas, plus on remonte dans le temps, moins on est sûr du nombre de victimes, et la comtesse sanglante a fait maximum 650 victimes. De jeunes femmes. Elle pensait qu'en buvant et en se baignant de leur sang, elle resterait jeune et belle. Le plus sympa, c'est qu'elle était assistée de 4 serviteurs, qui n'avaient pas trop le choix, hein, serviteur, ça veut dire ce que ça veut dire, et qu'elle a été assignée à résidence jusqu'à sa mort naturelle, alors qu'eux ont été torturés et exécutés. Le XVIe siècle hongrois. Une autre idée de la justice. Maintenant, beaucoup d'historiens considèrent que la grande majorité de ces accusations relèvent davantage du mythe que de l'histoire avec un grand H. En revanche, numéro 12, personne ne conteste la perversion sadique de notre premier tueur en série connu à nous en France, Gilles de Rais. Il est surtout connu historiquement pour être l'un des capitaines de Jeanne d'Arc, et sinon, il violait des enfants. Oui. Alors là, c'est le moment où je me retiens de faire la moindre blague sur le fait qu'il se faisait appeler Gilles de Rais. Voilà, bref, on a retenu contre le baron 140 meurtres d'enfants ou plus. Avec supplément sodomie, donc. C'est marrant d'imaginer Gilles de Rais et Jeanne d'Arc combattant ensemble, parce que elle, c'est un genre d'icône de la pureté, et lui, ben, il violait des enfants, ce qui n'est considéré comme pur dans aucune culture, sauf erreur de ma part. Le jour de son exécution, il aurait même demandé aux parents des enfants présents de le pardonner comme Dieu le pardonnera lui. C'est jamais une très jolie histoire quand on mêle religion et sodomie. Numéro 13, John Wayne Gacy, qui est un tueur à la Ted Bundy, charmant en apparence, très engagé dans la vie des différents lieux où il a séjourné, même en prison pour tentative de viol sur ses employés. Gacy était un homme à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, comme on dit quand on est jeune dans la zone wesh. Il aurait tué et violé 33 hommes et il aurait renié son homosexualité jusqu'à son exécution. Pour moi, je pense que c'est un homme qui n'aurait jamais tué s'il avait pu vivre pleinement son orientation sexuelle. Mais c'est difficile à définir et impossible à affirmer, c'est juste que c'est le premier truc qui m'est venu en voyant ce gars affirmer haut et fort « Bon, je suis peut-être un tueur, mais je suis pas homosexuel. » Je m'interromps une seconde. Est-ce que vous avez peur des clowns? Si oui, vous disposez très précisément de 6 secondes pour faire avancer la vidéo jusqu'à ce timecode. J'ai pas fait l'expérience, mais 6 secondes me paraissent suffisantes pour attraper votre souris et faire glisser le curseur jusqu'à ce timecode dans la barre de lecture juste en dessous de la vidéo. Nous sommes entre gens qui n'ont pas peur des clowns? Bien. À un moment dans sa vie, il se déguisait en clown pour aller divertir les enfants dans les hôpitaux. Il se faisait appeler Pogo le clown. Et à la fin de sa vie en prison, il peignait des toiles qui sont disponibles à la vente, des toiles de clown, des autoportraits, des portraits d'autres tueurs, et même des peintures de Blanche-Neige et les 7 nains. Si c'est pas une preuve que ce film peut sérieusement affecter quelqu'un. Allez, à partir de maintenant, on arrête de parler de clown, et on va plutôt parler de record, parce que Gacy est le titulaire de la plus lourde peine à ce jour. 21 condamnations de prison à vie et 12 condamnations à mort. Ce qui est complexe, en fait, parce que l'humain est fait de telle sorte que quand on meurt une fois, il y a... Je suis pas sûr que j'ai besoin d'expliquer, en fait. Et comme vous savez que j'adore faire ça, on va terminer par une petite analyse de l'un des tableaux que John Wayne Gacy a fait en prison. En fait, on va pas faire ça. Numéro 14. Les tueurs ont tendance à éveiller chez beaucoup d'entre nous une fascination morbide. Mais les tueurs mystérieux non identifiés éveillent un autre genre de fascination. Le frisson du mystère. Et je dirais qu'il y en a 2 grands comme ça. Jack l'Éventreur, dont je remets l'existence en cause, et le tueur du Zodiac, qui a indéniablement existé, et qui est peut-être toujours vivant. Comme toujours, on a plusieurs chiffres, on le soupçonne d'être derrière 5 meurtres, mais lui en a revendiqué par lettre 37. Bingo! Non, ta gueule. Le tueur du Zodiac est surtout connu grâce aux différentes œuvres de fiction adaptées de sa vie, et grâce au fait qu'il communiquait avec la police et avec les médias grâce à différents messages cryptés signés d'une croix celtique. Dans ses lettres, il disait d'ailleurs vouloir que ses énigmes soient affichées en première page, que des gens produisent des badges Zodiac et qu'un film soit fait sur lui. Ça vous rappelle rien? Il a exactement le même profil que BTK. Sauf que la police est parvenue à piéger Dennis Rader, le BTK, 25 ans après ses premiers crimes. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que le Zodiac n'a pas été suspecté d'actes criminels. Il est plus que probable qu'on ne saura jamais qui il est. On retourne loin dans le temps? Allez, numéro 15, en classant mes tueurs, je me suis demandé certains trucs. Genre, c'est pire de tuer un adulte ou un enfant? Bon, là comme ça, disons un enfant. Mais c'est pire de tuer un enfant ou de violer puis tuer un adulte? Ah! Ou alors, est-ce que c'est pire de tuer 2 enfants en violant qu'un, mais sous les yeux de... Bref, je me suis posé plein de questions que j'espère ne plus jamais me poser, et parmi ces questions épineuses, certaines questions sur l'avortement. Pour les plus extrêmes, la masturbation est un meurtre de masse, mais même pour les moins extrêmes, il y a une limite. Quand c'est sorti, c'est fini, voilà. On tue pas un petit bonhomme si le petit bonhomme en question n'est pas dans une madame. Même si on se rend compte qu'il est hyper moche, faut pas le tuer, sinon c'est un homicide. Et donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente l'une des plus prolifiques tueuses connues, Catherine Deshaies, ou surnommée la voisin, du nom de Feu son mari.
Condamnée et exécutée pour sorcellerie et avortement, elle aurait tué et brûlé / enterré plus de 2500 bébés dans des messes noires durant le XVIIe siècle. Et tuer un bébé, c'est déjà pas Jojo. 2500, c'est pas Jojo du tout. Numéro 16, vous connaissez probablement Buffalo Bill, le tueur du Silence des Agneaux, vous connaissez sûrement Leatherface, le tueur de Massacre à la tronçonneuse, et vous connaissez peut-être Norman Bates du film Psychose. Mais saviez-vous que tous ces personnages ont été inspirés en partie par une seule réelle personne, un homme qui n'a été reconnu coupable que de 2 meurtres. Oui, dans l'absolu, c'est déjà beaucoup. Ed Gein, le boucher de Plainfield. Le procès aurait dû être beaucoup plus long, mais vivant à Plainfield dans le Wisconsin, une ville de moins de 1000 habitants, un vrai procès aurait été trop cher. La campagne. Une autre idée de la justice. Comme Norman Bates, Ed Gein a été élevé dans l'idée que toutes les femmes étaient diaboliques, sauf sa mère, qui était donc une figure sacrée pour lui. Quand elle est morte, il a craqué, et il l'a refusée. Alors il a essayé de la garder. Façon Frankenstein. En fabriquant différents objets à partir de corps de femmes, des rideaux, des abat-jours, des gants, des bustiers, des masques en peau de visage, une ceinture en mamelon. Alors, pour beaucoup, ce sont des tombes qu'il a profanées, mais pas seulement, et aucun moyen de savoir jusqu'où s'étend le pas seulement. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse sur le nombre incroyable de chansons qu'inspirent les tueurs en série. Vous n'en connaissez peut-être pas, ou une ou deux, mais en faisant mes recherches, j'ai découvert que les tueurs inspiraient beaucoup. Slayer, John Five, Blind Melon, Riley Leggett. Moi, ça me donne envie de m'asseoir au piano et allez, on va faire ça, mais oui. J'ai perdu ma mère un jour, depuis je fabrique des abat-jours en peau humaine, c'était pas une bonne idée. Numéro 17, le boucher de Rostov. Rostov est actuellement une ville russe proche de la frontière ukrainienne, à ne pas confondre avec Roscoff, qui est une ville bretonne proche de la frontière de rien du tout, parce qu'après c'est la mer. Il a longtemps eu le statut de tueur russe le plus prolifique, bien que l'appellation tueur soviétique le plus prolifique serait plus exacte, puisqu'il est né dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, mais qui était à l'époque l'Union soviétique. Chikatilo était aussi un cannibale, et il a eu droit aussi à sa chanson par Slayer. D'ailleurs, l'une des raisons qui a fait que le gouvernement soviétique a mis du temps, très précisément 12 ans, à attraper le monstre de Rostov, c'est que l'idéologie soviétique excluait la possibilité d'un tueur en série, malgré un mode d'opération semblable. Donc le corps a été criblé de balles et décapité. Non. Bah si. Non, personne ne se fait décapiter en Union soviétique. Ah. Il a pris des balles quand même, ou bah, évidemment. Évidemment, oui. Et sa tête est détachée de son corps. Il semblerait. Sa tête est séparée de son corps, mais il n'a pas été décapité. Donc, votre hypothèse... Sûrement un suicide. Bien sûr, ouais, oui, sûrement, bien sûr. Numéro 18, vous avez remarqué que depuis le début, je ne parle pas seulement de tueur en série. Ce qui définit un tueur en série, c'est qu'il a plus de 2 victimes, et qu'il a agi sur une période d'1 mois ou plus, avec une période de repos entre les crimes, et que ces crimes lui apportent une gratification, souvent sexuelle, psychologique, mais ça peut aussi être matériel. Le révérend Jim Jones, oui, révérend, c'est un pasteur, n'est pas un tueur en série. C'est le responsable de l'un des plus grands suicides de masse de l'histoire. Fondateur de la secte catholique le Temple du Peuple, il a enjoint tous ses fidèles à le rejoindre dans une ville créée de toutes pièces au Guyana. Rien à voir avec la Guyane, le Guyana est un état d'Amérique du Sud avec un PIB par habitant dégueulasse. Jim Jones avait créé une secte, le Temple du Peuple, qu'il hébergeait dans une sorte de village créé par ses soins et qu'il avait baptisé Jonestown. Oui, il a donné son nom à sa ville, mais bon, il racontait être la réincarnation de Jésus, de Bouddha et de Lénine. À sa place, j'aurais ajouté que j'étais la réincarnation de Mickey. Bah, ça aurait plu aux gosses. Suite à quelques plaintes, Leo Ryan, un journaliste, s'est rendu sur place et il s'est fait tuer. Suite à quoi, toute la ville de Jonestown s'est empoisonnée toute seule. 908 personnes, dont 300 enfants. La plupart des gens n'ont pas été identifiés. D'ailleurs, certains se sont fait tirer dessus, donc on peut même pas affirmer que tous se soient vraiment suicidés. J'en reviens jamais de constater à quel point religion et meurtre de masse peuvent être liés. Tu ne tueras point, c'est quand même pas compliqué. Numéro 19, retournons en Russie et parlons du tueur à l'échiquier. Pourquoi l'échiquier? Il voulait tuer une personne par case de l'échiquier. Il y en a 64, il en était à 60. Mais la police n'a pu prouver que 48 meurtres. D'ailleurs, ils se foutaient de leur gueule pour ça. Il mettait des bouteilles de vodka dans le crâne de ses victimes. Jamais les clichés n'ont été aussi moches. Je sais pas, si je me mets à tuer des gens, je vais pas leur mettre des crêpes dans la tête, tu vois, ça n'aurait aucun sens. Pichouchkin est un cas très intéressant de psychopathe, je pense. Beaucoup, une fois arrêtés, se cherchent une excuse, recherchent une forme de pardon. Gary Ridgway, par exemple, est resté de marbre devant tous les proches de ses victimes, mais il a fondu en larmes quand une mère lui a dit qu'elle lui pardonnait le meurtre de sa fille.
Ted Bundy a aidé le FBI dans la recherche de plusieurs tueurs en série. Chikatilo disait qu'il devait avoir une maladie psychologique. Pichouchkin, lui, bah, il tuait parce qu'il en avait envie. Et quand la police l'a arrêté, il a juste dit bah, qu'elle avait bien fait, parce que sinon il aurait continué. Donc, comme dit le proverbe, c'est important d'avoir des passe-temps, cependant, faut pas tuer des gens. Faut que j'arrête d'inventer des proverbes. Et enfin, numéro 20, Jeffrey Dahmer. Bienvenue dans le monde du cannibale de Milwaukee. Qui, comme son nom l'indique, était un cannibale, mais il mangeait pas seulement les gens, il les démembrait, il les violait, il se faisait des cadavres. Sa façon de faire, il errait dans les boîtes de nuit gays ou prenait en stop de jeunes hommes, et il les ramenait chez lui, et il se les faisait au lit, puis en ragoût. C'est un zeugma. Il gardait souvent les squelettes en souvenir de ses meurtres, c'était une façon pour lui de garder ses amants avec lui, et il tentait d'injecter de l'eau chaude ou de l'acide dans le cerveau de ses victimes, toujours vivantes, pour les transformer en esclaves sexuels. Et pour ceux qui se demandent, c'est assez inefficace. Ça les transforme plutôt en gens morts. Ce point culture est donc terminé, je n'ai aucune idée de comment le conclure. Après avoir plongé la tête la première dans les égouts de l'âme humaine, j'ai juste envie de brûler mes vêtements et mes cheveux. Donc, écoutez, j'ai hâte de travailler sur la prochaine vidéo, sur un sujet un peu plus léger. D'ici là, comme toujours, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Ciao!